suivant ce chapitre. Donc, le chapitre sur les entrées-sorties est un chapitre standard dans tous les langages de programmation que vous avez étudiés, puisque si on parle de langage de programmation, ça veut dire qu'il va falloir mettre en place un mécanisme qui permet d'entrer des informations et un mécanisme qui permet d'afficher les informations. Donc, c'est le traitement des entrées-sorties. Au cours de PO1, vous avez vu la fonction, la classe scanner. Okay? Avec scanner, vous pouvez passer en paramètre un descripteur, en fait, une classe qui vous permet de définir des entrées. Okay? Si vous faites system.in, ça veut dire que vous dites l'entrée standard qui est le clavier. Et vous pouvez également passer en paramètre un file input stream, c'est-à-dire que ça un fichier. Vous pouvez passer en paramètre un fichier, de telle sorte que le scanner lira dans le fichier. Et si vous vous rappelez bien, dans le cours de système d'exploitation, on vous a dit même l'entrée standard qui est le clavier est un fichier. Dans l'autre terme, même le system.in qu'on passe au scanner est en fait ce fichier-là dans lequel le clavier écrit. Okay? Donc, le scanner va lire dans ce fichier-là. C'était l'entrée standard qu'on avait utilisée, en fait, l'une des classes utilisées pour faire l'entrée dans le cours de PO1, scanner. Okay, et on avait mis system.in. Ici, vous pouvez utiliser la classe printWriter si vous souhaitez écrire dans un fichier. Okay. Donc, supposons que j'ai un fichier file, je peux utiliser printWriter pour écrire dans le fichier. J'utilise scanner pour lire dans le fichier. Ce sont les entrées-sorties texte. Okay. Tandis que les entrées-sorties binaires, vous pouvez utiliser file input stream. Okay, ou file output stream. Donc, ça, c'est pour l'entrée binaire. Donc, si vous souhaitez écrire en binaire, vous utilisez file input stream pour l'entrée et file output stream pour la sortie. Et également le filtre input stream et le filtre output stream. Si vous partez dans la documentation, il vous donnera en fait la différence qui existe entre les classes. OK. Donc, vous avez le buffer input stream, le buffer output stream. Vous avez le data input stream et puis le data output stream. La plupart du temps, j'utilise ceci, en fait, les files output stream ou les data input et output stream. OK. Je crois à la suite du cours, il y aura la possibilité de... Je crois qu'il y a une brève description de ces classes-là plus bas. Donc, les entrées texte, c'est printWriter. La classe file permet de représenter un fichier en Java. Donc, si vous utilisez la classe file, avec la classe file, vous pouvez avoir toutes les informations que vous avez besoin sur un fichier, la date de création, le chemin du fichier, la dernière modification. Bref, l'objet file vous donne les informations concernant un fichier. On peut instancier un fichier en utilisant new file. On passe en paramètre le nom du fichier. Ou bien on passe en paramètre le parent ainsi que le nom du fichier. Ça, c'est le chemin complet. Soit on passe en paramètre ici un fichier qui représente le parent, ou bien un dossier suivi du fichier à l'intérieur. Remarquez qu'il n'y a pas une classe qui permet de représenter un répertoire. Un répertoire, c'est aussi un fichier, c'est représenté par la classe file. Okay. Mais il y a une méthode qui permet de savoir si c'est un fichier ou c'est un répertoire. C'est la méthode isDirectory.
OK? Donc, un fichier ou un répertoire est toujours représenté par la classe file. Là, si vous voulez savoir si c'est un répertoire ou bien c'est un fichier, vous utilisez is directory. Il va vous renvoyer vrai si c'est un dossier, false dans le cas contraire. Est-ce que le fichier est modifiable? Vous savez la méthode can write. Est-ce que l'on peut lire dans le fichier? Vous savez la méthode can read. L'un vous renvoie la taille du fichier en octet. Existe permet de savoir si le fichier existe. Donc, vous pouvez instancier en faisant new file. Il va créer le fichier, il va instancier le fichier. Mais est-ce que ce fichier-là existe dans ce répertoire? OK. Donc, ce sont les méthodes de file. Et puis, vous avez last modifier qui permet de savoir la dernière date de modification. Donc, si vous allez dans la Java, donc, vous aurez toutes les méthodes là. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez un fichier, vous pensez à fichier, vous créez un file. Après, vous allez faire le nom, l'objet, le nom de la variable de votre objet. Vous faites point. Il va vous afficher toutes les méthodes qui existent, tout ce qu'on peut faire avec un fichier. Donc là, j'ai cité juste les plus importants. Est-ce que le fichier est caché? Quel est le schéma absolu? OK. Est-ce que c'est un fichier? Ainsi de suite. Donc, vous pouvez essayer d'exécuter ce code et voir son comportement. OK. Il y a également le print writer. Le print writer permet d'écrire dans un fichier texte. OK. Vous faites un print writer, vous passez en paramètre le nom du fichier. Et avec l'objet out, vous pouvez faire les writes, des println, print et println sur cet objet-là. Donc, voici un exemple de code en Java. Si vous prenez, il va s'exécuter. OK. On a créé un fichier score. Là, le fichier n'existe pas. Normalement, ce qui se passe, c'est que si le fichier existe, print writer va en fait l'écraser. Si le fichier n'existe pas, print writer va le créer. Donc, le principe de l'ouverture en mode écriture et lecture s'applique également à Java. Quand vous avez fait du C ou des autres langages de programmation, si vous dites j'ouvre ce fichier en mode lecture, OK, ça veut dire que le fichier doit exister. Si vous ouvrez en mode écriture, ça veut dire qu'on va créer le fichier. Donc, print write, ça va créer le fichier si le fichier n'existe pas. OK. Donc, après avoir créé une instance de print writer, je peux faire les prints à l'intérieur et à la fin, je fais un close. OK. Donc, si vous exécutez ce fichier, si vous exécutez ce code, il va produire ce print writer. Donc, on avait déjà vu le scanner. Avec scanner, vous voyez qu'avec scanner, on peut passer un fichier, un système.in. Là, ça va être l'entrée standard, où on passe en fait un fichier. Ouais. Quand on passe un fichier, scanner va lire à l'intérieur de ce fichier-là. Okay. Scanner va lire à l'intérieur de ce fichier. Donc, par exemple, si vous voyez le code, si vous jetez un coup d'œil sur le code du jeu qu'on vous demande d'implémenter, en fait, le code qui consiste à charger, par exemple, la liste des... OK, oui, parce que vous devez réécrire cette méthode-là. Ouais, en fait, je peux utiliser scanner ici sans problème. C'est-à-dire que je passe en paramètre le fichier, et là, le fichier n'est rien d'autre que ce fichier-ci. Je passe à scanner un fichier dans lequel il va lire. Et chaque fois, je fais juste le next line. Si je fais next line, il me renvoie une ligne. Si je fais next int, OK, il me renvoie un entier, ainsi de suite. OK. Donc,
Nous avons vu le scanner dans le cours de PO1. Ici également, vous pouvez l'utiliser, mais cette fois-ci, vous remplacez system.in par le fichier dans lequel vous souhaitez lire. Donc, les méthodes next line pour la lecture d'une ligne, next in pour lire un entier, ainsi de suite. Jusqu'à là, c'est bon? Oui, il y a des questions. OK. Donc, ici, vous avez le code qui permet de lire le fichier texte qui a été précédemment créé. Donc, essayez d'ouvrir un, essayez d'ouvrir le code, c'est-à-dire que vous essayez d'exécuter ce code-là. Il suffit juste de copier-coller pour avoir ceci fonctionnel. Donc, ici, c'est un write data qui crée un fichier appelé score.txt. Ici, c'est un read data qui va lire le fichier score précédemment créé. OK. Donc, assez. Je vais créer un package. Là, je vais dire donc ici, en fait, c'est le code tel que nous l'avons écrit dans le fichier Word. Donc, ce code, si vous le copiez tel que c'est représenté là-bas, ça doit marcher. Sauf que parfois, si vous copiez, vous devez chercher à modifier ces accolades-là si ça ne s'affiche pas. Donc, voici le write data. Le nom de la classe doit être égal au nom du fichier. Ça, ce sont les concepts de base. Donc, si je fais ça, il va me créer un fichier appelé score.txt. OK, le fichier a été créé. Et plus tard, je peux copier le code qui permet de lire ce fichier Word qui vient d'être créé. OK, donc ça, c'est le fichier, c'est la classe read data. Donc, je vais créer une classe que je vais appeler read data. Donc, ce que je vous conseille, c'est si vous avez des difficultés dans le langage Java, essayez souvent de prendre même le code qu'on donne et vous essayez de reproduire juste vous reproduisez le code qu'on donne dans Sport. Donc là, vous voyez qu'ici, j'ai créé un fichier, j'utilise scanner pour instancier un objet de lecture. Et chaque fois, je dis, tant qu'il y a des éléments à lire, donc tant qu'il y a des éléments à lire dans cet objet, je vais lire, je vais faire next. Je peux faire next line pour envoyer un string, ou bien je fais simplement next. Okay. Et je peux avoir la next int. Parce que si vous ouvrez le fichier score.txt, il doit être là, ici quelque part.
Il a été créé automatiquement. OK. Ouais, en fait, le voilà ici. Puisque nous avons utilisé Write pour écrire ces deux textes, nous avons écrit Bertrand et Samson avec la valeur de 90 et 80. Donc, si je fais un next line, il va me lire ceci. Si je fais un next line, il va me lire ceci. OK. Et si je fais un next, il lit Bertrand. Si je fais next int, il lit 90. Si je fais next, il lit Samson et next int, il lit 80. C'est comme nous avons réalisé ici. OK. Donc, tant qu'il y a des éléments à lire, on fait les next int et les next line. Si vous exécutez ça, il va lire le contenu de notre fichier texte et afficher ce contenu-là ici dans la console. OK? Donc, essayez de reproduire ce code-là. Ce code est fonctionnel, il n'a pas de souci. Il faut juste avoir le nom de la classe qui correspond au nom de votre fichier. Il en est de même pour les fichiers binaires. Si vous voulez faire les entrées-sorties binaires, parce que là, c'était du texte. On a écrit du texte dans un fichier texte. Si vous voulez faire des entrées-sorties binaires, vous allez utiliser les input stream et les output stream. OK. Donc ça, c'est des concepts de base dans le code d'architecture. Vous savez que quand vous entrez une chaîne de caractères, c'est comme ça, on convertit ça en binaire et puis soit une représentation en hexadécimal, ainsi de suite. Donc, nous, on va se focaliser sur les classes que Java offre pour faire des entrées-sorties binaires. OK? Vous allez utiliser input stream pour les entrées binaires. Vous avez un file input stream, filter input stream, ou bien pipe input stream, sequence input stream, object input stream. OK? J'utilise les files input stream et les object output stream parce que ici, vous pouvez en quelque sorte lire des objets. Imaginons que supposons que vous êtes en train de faire de la communication réseau et là, votre serveur vous a envoyé un objet. Côté client, vous pouvez lire directement cet objet en utilisant un objet output stream. Okay? Donc, il est possible de faire communiquer deux programmes Java que vous avez écrits à l'aide des object input stream ou bien les object output stream. Donc, si j'ai une première classe qui représente par exemple un étudiant, c'est que l'étudiant a tous ces propriétés-là, je peux sauvegarder un objet de type étudiant E dans un fichier binaire. Donc, ça sera un fichier binaire puisque si vous décidez d'ouvrir ce fichier, vous allez absolument, il sera illisible. Donc, vous pouvez sauvegarder cet objet étudiant dans un fichier et plus tard, relire cet objet avec un file output stream. OK. Donc, ça, c'est une classe intéressante. Et le file input stream, ça, c'est si vous avez toutes sortes de données, peut-être des ints, des strings, c'est ce que vous souhaitez écrire dans un fichier. L'écriture sera faite de façon binaire. Donc, si vous ouvrez à l'aide d'un fichier texte, vous n'allez pas pouvoir lire le contenu. OK? Donc, voici les méthodes file input stream. On peut l'instancier de cette façon-là, en passant par mail le nom du fichier, ainsi de suite. Vous voyez que en C, si vous voulez instancier, si vous voulez écrire, ouvrir un fichier en mode binaire, vous faites open et là, vous mettez R. En fait, RB, RB c'est pour, je mets le nom du fichier, bien sûr, et je mets RB pour dire, il faut ouvrir en mode binaire. OK? Si je veux mode texte, j'utilise plutôt RT. OK. Là, vous êtes en train de lire un fichier en mode texte ou bien lire votre fichier en mode binaire. Si je souhaite écrire, je vais écrire en mode binaire en faisant WB ou bien j'utilise
WT pour écrire en mode texte. OK? Mais en Java, on ne fournit pas ces modes d'ouverture WT ou bien LB pour les ouvertures ou les lectures en mode binaire. Il y a des classes qui sont spécialisées pour la lecture et l'écriture en mode binaire. Donc, l'une de ces classes, c'est le file input stream. Ça, c'est pour l'écriture, en fait, pour la lecture. Et puis, vous avez le file output stream pour l'écriture. Okay. Donc, le file output stream va être utilisé pour l'écriture. Voici un exemple de file output stream. Ici, vous voyez que je peux passer un fichier .dat. En fait, l'extension importe peu, OK? Ici, l'extension n'est pas vraiment importante. Vous pouvez mettre toutes sortes d'extensions que vous souhaitez. Ce n'est pas l'extension là qui fait de votre fichier un fichier binaire. OK? Ce n'est pas l'extension. Je peux décider de faire juste TMP comme ça. L'écriture va se faire en mode binaire. Je peux décider de mettre .txt. L'écriture va toujours se faire en mode binaire. Donc, ce n'est pas l'extension qui donne le comportement à votre fichier. Donc, on peut ne pas mettre l'extension. Ça va toujours représenter un fichier dont l'écriture sera faite en mode binaire. Si vous prenez tout ce code-là et vous exécutez, effectivement, vous verrez que l'écriture se fait en mode binaire dans ce fichier qu'on a appelé TMP. OK? En mode binaire TMP. Donc, text file stream. Je vais juste créer ça ici. OK, donc vous avez là le code ici. Ça va créer un fichier TMP. Je vais changer le nom du fichier. OK. Après avoir écrit les nombres allant de 1 à 10 dans ce fichier binaire, vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire write ln. En fait, parce que la notion de ln n'existe pas dans un fichier binaire. Ça ne sert à rien de dire j'écris un int et je reviens à la ligne. Ça n'a pas de sens. Et donc, c'est pourquoi il n'y a pas les write ln ou bien print ln quand ce sont des fichiers binaires. Vous faites juste write. Si je veux écrire un entier, j'écris un entier. Si je veux écrire un retour à la ligne, je peux faire un output et puis write. Je demande d'écrire le caractère de retour à la ligne. Le caractère de retour à la ligne, c'est /n. Okay? Voilà, vous êtes en train de dire que j'écris tel caractère. Mais dire que je vais faire un write ln, print ln, ça n'a pas de sens quand il s'agit des binaires. Okay? Donc, vous voyez qu'ici, nous avons fini d'écrire ces nombres allant de 1 à 10. Et plus tard, nous avons créé un autre objet pour lire le même contenu. Okay? Et vous voyez que la lecture renvoie -1 lorsque je suis à la fin. À chaque fois, il y aura la lecture là. Input, read. Vous pouvez utiliser. Là, je vais exécuter le code. Il va vous écrire ces nombres allant de 1 à 10. Et après avoir écrit ces nombres, il va relire le même nombre là. OK. Donc, vous avez input read a byte of data from this input stream. This method block if no input is yet available. S'il n'y a pas de données, il est bloquant. Okay. Vous voyez que c'est exactement le comportement de read lorsqu'on faisait la programmation d'un système d'exploitation. Donc, le read va se bloquer s'il n'y a rien à lire.
Et tout ce qu'il va faire, c'est lire dans ce fichier. Donc, tant qu'il y a les données à l'intérieur du fichier, il va lire. Il va renvoyer -1 si c'est la fin du fichier. S'il y a une erreur. OK. Donc, ça, c'était avec les files input stream. Vous pouvez utiliser les files, les filtres, OK, les filtres input stream. Okay. Vous voyez qu'ici, avec les filtres input stream, vous pouvez lire les séquences comme les integers, les double ou les strings. Okay. Remarquez qu'avec les files input stream, le read va vous renvoyer des bytes. Okay. Le read va vous envoyer les bytes de suite. Mais si vous souhaitez lire des séquences comme les integers, les double ou les strings, vous pouvez utiliser le filtre output stream. OK. Le data input stream peut également être utilisé en Java. Voici un exemple de data output stream. Si je souhaite écrire du texte en UTF-8, okay, c'est un type d'encodage. Si je souhaite écrire un double, je fais un write double et ainsi de suite. Vous avez la possibilité d'écrire des types bien définis avec le data output stream. Donc, ce code de la fonction, si vous copiez et vous exécutez, ça va marcher. L'idée, en fait, avec les entrées-sorties, c'est qu'il faut juste connaître l'utilisation de deux ou trois. C'est largement suffisant. Donc, nous avons dit pour la lecture, scanner. Pour la lecture des fichiers texte, scanner. Pour l'écriture des fichiers texte, print writer. OK. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ces deux classes-là. Ensuite, si vous souhaitez gérer les fichiers binaires, un file input stream avec un file output stream ou bien un object output stream et un object input stream, tout simplement. OK. Donc, en plus de ces classes, vous avez le buffer input stream qui utilise les entrées-sorties bufferisées. C'est juste pour améliorer la lecture, la vitesse de lecture. OK. Pour améliorer la vitesse de lecture. Ça, ce sont les buffers. Voici les object input stream. Nous avons dit les data input stream et les data output stream peuvent traiter les types primitifs. Mais vous devez recourir à Object Input Stream lorsque vous souhaitez gérer les objets au sens de la programmation inter-objets. Okay? Donc, si vous avez des instances d'étudiants que vous souhaitez sauvegarder comme des objets, alors vous devez utiliser Object Output Stream. Okay? Là, ça va écrire automatiquement, ça va permettre d'écrire l'instance d'un étudiant dans un fichier. Et plus tard, vous pouvez relire cette instance-là avec Object Input Stream. OK. Je crois que nous pouvons terminer avec ça. Il nous reste 10 minutes. Donc, la classe Random Access File en C, lorsque vous ouvrez votre fichier se trouve au début. OK? Vous pouvez vous déplacer dans votre fichier en utilisant seek. OK, je vois c'est seek comme ça. Vous passez en parmi le nom du fichier, vous pouvez choisir le nombre de pas et puis vous pouvez préciser seek end pour dire peut-être que je veux me positionner à la fin ou des choses comme ça. Donc en fait, avec seek, vous vous déplacez
à l'intérieur du fichier, OK, comme vous souhaitez. Parce que chaque fois que vous ouvrez le fichier, votre pointeur se trouve au début du fichier. C'est quand je fais, tant qu'il y a les éléments à lire dans le fichier, je lis un fichier. Ça veut dire que je suis au début du fichier. Supposons que je veux me placer au milieu du fichier, je veux me placer à la fin du fichier. Comment je fais pour me déplacer à l'intérieur du fichier? On utilise les random access files. C'est en Java. Okay? Donc, avec un random access file, vous pouvez décider de vous déplacer à une position quelconque du fichier et commencer à lire à cette position-là. Donc, vous voyez ici, si je fais seek de 1 fois 4, ça veut dire que je souhaite déplacer mon pointeur, n'est-ce pas, au second nombre. Second nombre, pourquoi? Parce que vous avez sauvegardé des entiers, OK? Vous avez sauvegardé des entiers. Et chaque entier va occuper, c'est 4 octets en Java. Je crois que c'est 4. OK, il faut chercher. Donc, c'est 4. Donc, du coup, lorsque vous allez dire déplace-moi au 4e octet, ça veut dire que votre premier, de 0 à 3, c'est en fait votre premier nombre. Et maintenant, à partir de 4, c'est votre deuxième nombre. OK. Donc, si vous dites déplace mon curseur à la position 9 fois 4, là, vous êtes sur le point de lire le 10e nombre. OK. Donc, il faut bien avoir cette idée. Chaque fois que vous souhaitez vous déplacer dans un fichier, c'est en octet. Donc, vous précisez le mouvement en octet. Ouais. Il y a le read int, ainsi de suite. C'est le random access file. Il y a également la communication en réseau. En fait, le TP que je vous ai demandé de faire en C, vous pouvez le faire en Java. OK. Donc, en fait, c'est un TP dans le code de Java, je demandais qu'on réalise ceci. Mais bon, le code est assez explicite pour ceux qui veulent essayer de tester son implémentation. Donc, les notions abordées sont identiques. Il faut préciser socket côté serveur et une socket côté client. Vous devez préciser le port associé à la socket côté client et vous allez faire côté serveur plutôt, vous allez faire accept. Ouais. Donc, vous faites accept. Accept côté serveur et accept va s'exécuter lorsqu'il y a au moins un client qui se connecte. Vous voyez que accept était une instruction bloquante en C. Donc, quand vous allez mettre accept, ça sera bloqué juste à ce qu'il y ait un client qui se connecte. Donc, le client va se connecter en faisant un new socket. Dès que le client fait new socket, il passe en paramètre l'adresse IP du serveur avec le port. Directement, cette instruction accept va s'exécuter. Donc, voici la communication. Voici un code qui permet de réaliser la communication entre un client et un serveur. Donc, quand le serveur se met à l'écoute avec accept, cette instruction va être exécutée lorsqu'un client va faire new socket en passant par mettre les informations du serveur. Et ils peuvent s'échanger des data avec les data input stream. Okay? Donc, il y aura un input stream et un output stream côté serveur, ainsi qu'un input et un output stream côté client. Donc, le client va écrire dans le output stream, OK? Et là, le serveur va lire dans le input stream. Okay? Et le serveur va écrire dans le output stream, le client va lire dans le input stream.
exactement comme ce que nous avons vu dans le cours de système d'exploitation. Donc, il faut en fait deux streams. OK, le output et le input. Voici le code du serveur. Si vous prenez ce code du serveur et vous exécutez, il va marcher sans problème. Le serveur se met à l'écoute avec un while true, ainsi de suite, en fait, dans une boucle infinie. Et ça, c'est le code du client. Donc, essayez de prendre ce code-là et puis vous exécutez. Lorsqu'il ne marchera pas lors d'une prochaine séance, on peut essayer de voir comment débugger. OK? Donc, parce que je sais que vous avez des problèmes d'Internet, tout ça. Donc, le code est dans un fichier texte. En fait, là, je l'ai mis sur Word. Vous pouvez prendre pour l'exécuter. On n'a pas besoin d'Internet pour ça. Et plus tard, s'il y a eu si vous avez des erreurs, on pourra revenir sur ça. OK? Donc, c'est ce qu'il faut faire, le multi-threading, tout de suite. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et vous envoyer ce fichier-là pour que vous puissiez le parcourir et tester les classes qui ont été présentées. OK?